Enfant Louis, sois attentif à bien conserver cette tour, d'où sont parties les vexations qui m'ont fait vieillir, ainsi que les ruses et fraudes criminelles qui ne m'ont jamais permis d'obtenir bonne paix et repos assuré. Au début du XIIe siècle, le roi de France, Philippe Ier, prévenait ainsi son fils, le futur roi Louis VI, de la nécessité de conserver la tour de Montlhéry. Mais revenons un peu en arrière. Vers l'an 1000, en l'an de grâce 989 exactement. À cette époque, la forêt est partout. Elle fournit du bois, qui bien sûr sert à se chauffer et à construire les maisons. Elle permet aussi l'élevage des porcs, une des rares viandes consommées à l'époque en Occident. Enfin, le roi ou le seigneur, quand ils ne font pas la guerre, peuvent y exercer leur activité favorite, la chasse. En 991, le roi de France est Hugues Capet. Il donne à l'un de ses plus fidèles compagnons, Thibaut dit Filetoupe, la terre de Montlhéry, actuellement située en banlieue parisienne. Avec toute justice, métairies, domaines, terres, maisons, biens, vignes, pressoirs, bois, prés, pâtures, chasse, rivières, pêche, moulins et autres dépendances. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Hugues Capet est un roi élu. Et il est obligé, comme ses prédécesseurs, lui aussi, d'être large, d'être généreux avec ceux qui l'ont porté au pouvoir ou ceux qui sont censés le soutenir. Il va donc distribuer une part de ses domaines à des gens qu'il veut amener dans sa fidélité. En 999, Thibaut construit le premier château de Montlhéry. C'est un château à motte, c'est-à-dire construit sur une hauteur. Il est constitué d'une simple tour en bois, entourée d'une palissade et d'un fossé. La vie y est dure et frustre. Le seigneur y entretenait quelques guerriers, tout au plus une vingtaine. Le château, c'est la puissance. C'est d'abord une puissance militaire. On peut se défendre. C'est aussi une manière de s'imposer aux populations locales. Le seigneur, dans son château, est quasiment invulnérable face aux paysans. Et en même temps, il affirme physiquement sa présence dans le paysage. Au cours du XIe siècle, les descendants de Thibaut Filetoupe reconstruisent le château en pierre. Aujourd'hui, des passionnés essaient de retrouver les gestes des bâtisseurs du Moyen Âge. Pour construire un château fort, suivant les moyens qu'avait le seigneur qui faisait construire, une cinquantaine de personnes pouvait suffire. Ça devait certainement coûter très cher de bâtir. D'une manière générale, il y a une technicité qui est demandée et qui est très importante. Ça requiert quand même une manœuvre qui est qualifiée et donc qui coûte cher et qui est libre, bien évidemment. Les Romains, comme ils avaient des bras, de manière, je dirais, sans limite, puisqu'avec toutes les colonies qu'ils avaient, où ils ramenaient des prisonniers, n'ont pas eu besoin de développer aussi loin le truc technique. Ils pouvaient faire une chaîne de 60 personnes pour tirer une charge. Au Moyen-Âge, non. Ils étaient obligés de trouver des trucs techniques pour faciliter le montage. Donc le manque de personnes qualifiées, le manque de bras, les a poussés à réfléchir et à utiliser des machines très ingénieuses. Les cages écureuils, comme grues et tout. En grande moyenne, on peut arriver à 10 ans, mettons une dizaine d'années pour la construction d'un château fort. À la fin du XIe siècle, les seigneurs de Montlhéry, Milon le Grand et Guy Troussel sont de véritables chefs de bande, qui rançonnent, complotent et qui surtout n'obéissent plus à leur roi.
1100, le roi de France, c'est Louis VI, 4e successeur du Capet. Ce roi, donc, est un seigneur très supérieur aux autres seigneurs du royaume par le droit, par ce côté sacré qu'il possède. Ceci étant, c'est un seigneur parmi les autres, si l'on en tient sa puissance territoriale. Vers 1100, le roi de France a un petit domaine. Dans ce domaine, il y a un axe fondamental. Cet axe, c'est celui qui va de Paris à Orléans. Et c'est sur cet axe que va se concentrer toute une partie de la politique de Louis VI. Il veut d'abord être maître chez lui. Et pour cela, il va s'entourer de ses vassaux, ces hommes qui lui doivent fidélité, s'entourer de ses vassaux les plus proches. Et là, en Île-de-France, il va mener une guerre impitoyable à ceux qui refusent son autorité. Parmi ses adversaires, il y a la famille de Montlhéry. Elle possède cette tour qui garde la route qui va de Paris à Orléans. Contrôler cet axe, c'est pour le roi une question, je dirais, de vie ou de mort. Ce qui explique la volonté qu'il a eue et l'acharnement qu'il a eu pour conquérir cette tour de Montlhéry et les autres forteresses de cette même famille. Le seigneur de Montlhéry perd alors son château et finira ses jours dans un monastère. Sa seigneurie est rattachée au domaine royal. Et ça a été la grande force de Louis VI que de comprendre que pour reconstituer un pouvoir royal qui s'étende sur tout le royaume, il fallait d'abord qu'il soit maître chez lui, maître dans l'Île-de-France. C'est de cette reconstitution d'un petit territoire bien dominé par le roi, bien entre les mains du roi, que partira toute la reconquête du pouvoir par les Capétiens, qui va être toute cette histoire du XIIe siècle. Philippe Auguste, le petit-fils de Louis VI, reconstruit le château. On en a eu au cours des siècles différentes représentations. Il entre dans la légende comme l'emblème du pouvoir royal. Dans la réalité, le site de Montlhéry perd peu à peu de son importance. Ce n'est plus un enjeu entre le roi et les seigneurs, et le château va tomber en ruine.